En Irlande, les trains sont parfois très cosy. Et ils vous emmènent très très loin, au pays des Celtes. On tourne 3 fois autour de l'arbre. 3, c'est notre chiffre sacré. En Irlande, on vient pour les paysages et on tombe amoureux des Irlandais. On est le peuple le plus sympa du monde. Really? Bien sûr. Prouvez-le. Bah, je te parle. Donc, pour entendre battre le cœur de l'Irlande, c'est une musique pour partir étancher les plus grandes soifs. Descend une bouteille en 20 secondes. Et se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. On est en lune de miel. Ah yes? On s'est mariés il y a 4 mois. En Irlande, le train c'est pas mal. L'Irlande, voilà un pays qui fait envie. C'est en Europe, ce n'est pas très loin. Et pourtant, à peine arrivé à Dublin, la capitale, il y a un petit je ne sais quoi qui met l'eau à la bouche, qui fait penser qu'on va forcément passer un bon moment. Est-ce que c'est la réputation des Irlandais? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est l'ambiance de vacances qui apparaît au moindre rayon de soleil? Je ne sais pas trop. Mais il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est qu'à peine arrivé, je vais aller voir un monument. Tous les amateurs le connaissent, c'est un train. Un train exceptionnel, un train de luxe, moderne, mis sur les rails en 2016. C'est le Belmont Grande Hibernian. Pour le départ, rendez-vous dans l'élégante voiture-bar. Ah, tout le monde est là? Hello. Bonjour. Bonjour. Tout le monde a le sourire, c'est sympa, ça commence bien. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Puis-je vous conduire jusqu'à votre cabine? Ok. Vous avez donc ici le bar, et juste derrière se trouve notre magnifique salle à manger. Oh là là, ah, mais c'est somptueux, it's beautiful. Absolument. Ah, mais c'est magnifique. Nous avons surtout des tables pour 6 et vous pouvez vous asseoir où vous le souhaitez. Et si je suis tout seul? Une table de 6, c'est certain. Vous allez forcément rencontrer du monde et vous faire des amis. Comme on peut s'asseoir où l'on veut, les passagers finissent par devenir une grande famille et l'on oublie très vite le côté formel du début. J'adore la salle à manger, mais vraiment, j'ai vu beaucoup de trains de luxe, mais alors celui-là, il est pas mal. Hein. C'est une très belle pièce, oui, très belle. J'ai l'impression que c'est pas très large, le couloir, par rapport à la moyenne des trains. Les couloirs sont étroits, mais du coup les chambres sont spacieuses. Il vaut mieux ce petit espace pour bien profiter d'une grande chambre. J'ai l'impression que le voyage s'annonce bien. Chaque passager est choyé individuellement, comme un coq en pâte. Il n'y a jamais plus de 40 voyageurs dans ce train. Nous y sommes. Votre cabine, monsieur. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, c'est des grandes cabines. Hein. Et c'est moderne. Et la douche, donc une vraie douche. Franchement, c'est très réussi, très classe. C'est superbe. Ça vous plaît? Ah oui, c'est beau, vraiment. Notre but, c'est la perfection. Malgré le petit espace, tout a été pensé dans les moindres détails. Par exemple, regardez les frises sur le mur, les photos. Tous les murs sont doublés de cuir avec des petits clous. Et toute la verrerie est en cristal de Waterford. Et là, typique de ce pays, une bouillotte irlandaise habillée de laine des îles d'Aran. La petite bouillotte avec le pull col roulé irlandais, ça j'adore ça. Fantastique. En effet, c'est ça le Service Palace, mais dans un hôtel beaucoup plus petit. C'est un charmant petit train pour découvrir l'Irlande. C'est vraiment un voyage à faire au moins une fois dans sa vie pour faire le tour du pays. Alors, moi j'ai une question, c'est que là, on peut partir plusieurs jours avec ce train, mais l'Irlande, c'est pas très grand. Donc, je sais pas qu'est-ce qui fait le train, il tourne en rond autour de l'île pour qu'on passe des nuits entières dans ce train? Comment ça se passe? Non, pas du tout. En fait, la nuit, nous ne roulons pas.
Il n'y a aucun train qui circule la nuit en Irlande. Aucun risque d'être réveillé par des passages de train ou un coup de klaxon dans les oreilles. C'est une nuit calme garantie. Voici votre clé. Ok. Profitez bien. Thank you. Je vous laisse vous installer et on se retrouve à l'heure du thé. Ok. Enjoy yourself. Thank you very much. See you now. Le premier truc qu'on a envie de faire, c'est ça. La première sieste est moelleuse à souhait, très moelleuse, et du coup, il est très vite l'heure d'aller prendre le thé. Ah, mais elles sont vraies, c'est fou. C'est les vraies fleurs. Oui, c'est vraies fleurs. Et vous venez d'où? Nous venons de Suisse, Ah, la Suisse. près de Zurich. Et alors, pourquoi quelqu'un qui habite dans un pays où il y a d'aussi beaux trains que la Suisse vient en Irlande dans un train? Nous n'avons pas en Suisse de grands paysages tout plats. Dans les Alpes, on a très vite des cols. Ça monte, ça serpente, il y a des tunnels, des ponts, on en a marre. Ici au moins ça dépayse, Donc vous cherchez le plat. c'est ça. Mais même quand on va loin, en Amérique, on choisit le plat du désert, pas les montagnes. Ça, c'est marrant, ça. Ben oui, chacun cherche l'exotisme à sa façon. Vous avez un sacré style, jeune homme. Merci. Oui, c'est pas facile de servir du thé dans un train. Mais on en renverse plus à l'arrêt que quand le train bouge. Vous en renversez plus à l'arrêt? Oui, quand le train est arrêté, on ne peut pas s'empêcher d'amortir avec les jambes. Et c'est là qu'on renverse. Désirez-vous autre chose? Non, merci, c'est parfait. Et c'est très bon ce thé. Ce que j'adore dans cette salle à manger, c'est que c'est extrêmement lumineux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vitres, on voit vraiment les paysages défiler, et on est face aux paysages comme ça, contrairement à beaucoup de wagons-restaurants où on est dans l'autre sens, comme ça. Et donc c'est le spectacle et les habits. L'ambiance est plutôt bonne. Le petit défaut de ce train, c'est qu'on n'a pas trop envie de descendre. Mais il va m'amener jusqu'aux portes d'une des régions les plus célèbres d'Irlande. Une célèbre terre brûlée, au vent des landes de pierre, le Connemara. Et c'est comme dans la chanson, tout juste magnifique, comme on l'imagine. Impossible de ne pas aller s'y perdre. Le Connemara, quand on regarde comme ça, avec ses herbes jaunies, on a l'impression que c'est tout sec. Et bien pas du tout. C'est même extrêmement humide, regardez. C'est complètement spongieux. Voilà. C'est même le pays de la tourbe. Là, on est en train d'en extraire, vous voyez. La tourbe, c'est cette matière un peu brunâtre qui est faite de végétaux morts qui sont restés là dans des milieux très humides pendant des milliers d'années, qui servent de combustible une fois séchés. Et bon, alors ça chauffe moins bien que le bois et le charbon. Enfin bon, c'est très utilisé. Et donc le Connemara, c'est pas une terre brûlée, comme dit la chanson, mais plutôt une terre mouillée. Ici, il y a très peu d'habitants. On est au bout de l'Europe et même au bout du monde. Les moutons et leurs éleveurs vivent dans un décor de carte postale. Hey! Bonjour, hello! Hello, hello. Bonjour. Vous êtes magnifique dans le décor là, c'est sublime. Yeah, it's a Ouais, c'est un très chouette endroit, quand il ne pleut pas. It's very good. C'est vraiment beau.
Et, dites-moi, je pensais quand même que le berger irlandais, il marchait et que son chien faisait avancer les moutons, pas qu'il utilisait un quad. Grâce au quad, quand on ramène les moutons, on met 1 heure au lieu de 4 avant. C'est pratique. Mais le chien, il travaille quand même là. Vous en avez besoin? Bien sûr, le chien fait équipe avec le quad. Moi, je me mets d'un côté des moutons, lui de l'autre. Il est très rapide, c'est un super chien. Un border collie. Excellent. Eh ben, moi je vous dis que vous avez un beau bureau là quand même, franchement, c'est pas mal du tout. Un peu frais. Oui, c'est sain, bon pour la santé. Ah d'accord. Donc frais en irlandais, ça se dit bon pour la santé. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Au programme de la journée, il faut ramener les moutons à la ferme. C'est le jour de l'attente. Et alors, les moutons avec la tête noire comme ça, c'est les moutons d'Irlande? Ils sont typiques d'Irlande et d'Écosse. Ce sont des Scottish Blackface. Ils sont parfaits pour le Connemara. Ils grimpent partout et ne craignent pas le froid des montagnes. Bon, c'est le moment? Ouais, on va se lancer. On va voir comment ça se présente. Ok. Oh là. Ça va, mouton? Bonjour. Sage. Il bouge pas, hein? Tu sais, n'importe qui peut tondre un mouton. Ah bon? La clé pour bien faire, c'est le contrôle. Il y a un truc, c'est de toujours anticiper les mouvements du mouton. Et comme ça, tu le contrôles. En général, je tonds de la main droite, la gauche serre la bête, et avec la jambe, je le maintiens. Vous pouvez arrêter une seconde? Ouais. J'ai toujours rêvé de toucher la laine à ce moment-là, quand elle vient de avancer. C'est bien chaud, hein? Ah oui, il est bien au chaud, le mouton. Et du coup, là, il va être gelé d'un coup. Le froid, c'est pas grave. C'est quand il pleut et qu'il fait froid que ça se complique pour eux. La laine repousse vite. T'as un duvet 48 heures après la tonte. Donc c'est pas un problème pour lui. Il fait bon chaud à l'intérieur, il fait bon être un mouton, en fait. Et alors, c'est gras. Oui, tu le sens bien, ouais. C'est gras et c'est très bon. Ah oui, bon pourquoi? Ben pour tes mains, ça les rend belles et douces. Oui, de belles mains. La main gauche. On bascule le mouton. Je remonte rapidement sur l'arrière de la tête. Tout le poids du mouton sur mon pied gauche. Et je bascule la jambe. Ah oui, mais c'est comme une chorégraphie, en fait. Ouais, c'est un peu ça, une petite danse. Allez, va, c'est fini. C'est bon, t'es libre. Ah, bah il doit être un petit peu remué, là. Il doit avoir sérieusement frais, quand même, parce qu'il passe de la doudoune surchauffée à tout nu dans un air bien frais. Complètement à poil, mais heureux. Et pour le prochain mouton, t'essayes, non? Moi? C'est pas tant tonte, c'est tenir le mouton, moi, qui m'inquiète, mais je veux bien essayer. Vous m'amenez un gentil, hein. Je t'en amène un spécial. Ah, c'est un des montagnes, c'est un vigoureux, celui-là. Ce que je te propose, c'est que je commence un côté. Comme ça, tu regardes bien, et je te le passe à la moitié, pour finir. D'accord. Bon, Philippe, t'as bien regardé, là? Yes. Je te prépare tout. Ton grand moment est arrivé. Ah bon? Donc tu viens derrière moi, pose ton pied gauche. Là, comme ça? Oui. Ouais, il va se débattre. Ton pied droit, là, juste là. Là. Maintiens le mouton comme ça, vas-y. Qu'est-ce que je fais là? Mais il va pas se débattre dans tous les sens? Non, il bougera pas. Comme ça, là? Comme ça, ouais. Pose ta main là et maintiens bien la peau. Hein? Tu vas lentement et délicatement. Ok. Nice and easy. J'y vais tout doux, hein, t'inquiète pas, mouton. Voilà. Mais parce que mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment c'est sous le poil, le relief. Donc je sais pas si je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, bien à plat. Descends un peu.
Là, faire un peu la jambe. J'ai peur de lui faire mal. Oh, il bouge, il bouge. T'as peur qu'il ait froid, là? Tu lui laisses une petite laine? Comment on fait, monsieur? On dégage derrière la cuisse, hein? Ah, il bouge, il bouge, il bouge. Ah, il s'en va. Il s'en va. Tout va bien. Maintiens-le. Ça va, ça va. C'est la catastrophe. Oh mon Dieu! C'est un désastre. Regardez-moi ça, ça ressemble plus à rien. Oh, bah pauvre mouton, je suis désolé. J'ai un petit peu raté sa coupe. C'est pas bien. Et comment on va faire là? Il faut le rattraper? Non, non, non. Ah bah il a perdu son manteau. Il l'a lâché tout seul. Il s'est auto-tondu. Ça, ce qui vient d'arriver, ce serait une honte absolue pour un tondeur, non? Ouais. Ce qui se passerait, une fois arrivé au pub le soir, tu serais bon pour payer au moins 20 pintes de bière à partager avec tout le monde. Ce sera ta tournée. Ok, j'ai compris le message. Je sais ce qu'il me reste à faire. Bravo, c'était bien. Le charme du Connemara, ce sont ses habitants, ses paysages, mais aussi une certaine forme de solitude, de silence. C'est un voyage intérieur. Je reprends le train sous une petite pluie fine irlandaise. Ladies and gentlemen, Earful Air welcomes you on board. This is the 13:05-hour train from Galway to Houston Station. Hello. Bonjour. Hello. Can I sit here? Est-ce qu'on peut définir les Irlandais? Parce que quand on dit Irlandais, tout de suite, ça évoque beaucoup de choses. Mais on a du mal à savoir quoi précisément. Je pourrais te parler des lutins, mais ce n'est peut-être pas la meilleure réponse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lutin? Ben, c'est ce qui revient le plus souvent dans l'esprit des gens. L'Irlande est un pays de lutins, avec un chaudron d'or, avec au pied un arc-en-ciel. C'est un peu une caricature, mais c'est comme ça qu'on est perçu dans pas mal de pays. Vous me dites les autres pays ont cette image de nous, mais ça vient bien de quelque part. Est-ce que les Irlandais croient plus que les autres aux lutins? Est-ce qu'il y a plus de lutins ici? D'où ça vient? Tu sais, on a un tout petit pays, avec de fortes traditions et des superstitions. Quand tu regardes Dublin, c'est une ville très moderne et qui a beaucoup changé récemment. Mais même à Dublin, il y a un esprit rural très fort, car il suffit de t'éloigner du centre et en 15 minutes, tu te retrouves en pleine campagne. Et je pense que les gens aiment ce côté traditionnel. C'est très présent en Irlande. Nos parents sont comme ça, nos grands-parents sont comme ça. Ma grand-mère, par exemple, me racontait une histoire. Elle disait que tu ne peux pas agrandir ta maison vers l'ouest, sinon un lutin va venir la hanter. Ça fait partie du folklore irlandais. Je ne sais pas de quand ça date, mais ce qui est sûr, c'est qu'on adore toutes ces légendes. Le train traverse tranquillement l'Irlande. Le vert est partout, puissant. Il y a dans la campagne et la forêt une énergie particulière, quelque chose de mystique. Beaucoup d'Irlandais croient encore aux esprits de la nature. C'est le pays des druides. J'ai un rendez-vous un peu particulier au pied d'un arbre. Il dort bien. Ah non, il dort plus. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au pied de votre arbre là? Vous faites une petite sieste? Non, pas du tout. J'étais en train de méditer. Je communique avec l'arbre. Je passe du temps avec lui. Qu'est-ce que vous lui dites? On n'a pas besoin de mots pour communiquer.
Nous respirons juste ensemble. On se comprend. Emer est druide. Une vraie druide. Son temple est la forêt. Le druide est un personnage qui a une grande autorité spirituelle chez les Celtes. Emer m'a donné rendez-vous un jour très précis. Aujourd'hui, une connexion particulière avec les esprits serait possible. Il y aurait comme une porte ouverte. Une cérémonie va avoir lieu. C'est très bucolique de vous voir comme ça, blonde, en train de poser des fleurs blanches sur l'herbe verte. Ça a un petit côté féerique. Oh, merci. Est-ce que vous êtes une fée? Je ne sais pas. You don't know? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'énergie magique par ici. Et le druidisme est un engagement avec le mystère. Donc peut-être que je suis une fée, peut-être pas. Bon. Et qu'est-ce qu'on prépare là? C'est pour notre cérémonie de l'été celte. Il y a un feu féminin, symbolisé par le blanc. Ça représente la lune. Et nous avons un feu masculin, avec les fleurs jaunes, qui représentent le soleil. Si tu regardes autour de toi, partout la nature est en train de pousser, de renaître. Donc la cérémonie, ça consiste à passer entre les deux feux pour créer quelque chose. Et les gens qui viennent participer à cette cérémonie, ça va être qui? C'est vos voisins, c'est vos amis qui viennent? Surtout des druides, ou en tout cas des gens qui s'intéressent au druidisme. Ok, bon. C'est un autre monde. Hein? C'est le mien en tout cas. Tout est normal pour moi. Ah mais il y a beaucoup de monde. Alors, est-ce que vous êtes druide? Oui. You are a druid. Oui, vraiment. Pourquoi tous ces druides alors qu'il y a d'autres religions qui sont venues depuis? Les druides n'ont jamais disparu. Nous avons toujours été là. Nous sommes un pays celte. Ça fait complètement partie de notre culture. Quand tu te balades dans la campagne, tu peux trouver plein de symboles magiques très anciens, comme les pierres levées, les dolmens. C'est notre univers. Nous appartenons à cette terre, tout comme le druidisme. Être druide serait donc ici en Irlande tout ce qu'il y a de plus naturel. En bon français, je suis un peu sceptique, mais je me laisse malgré tout emporter par la cérémonie. Au nom du saumon du savoir nageant dans l'eau sacrée, j'appelle la force, l'énergie de l'Ouest et les éléments aquatiques. Venez et soyez les bienvenus. La porte de l'Ouest est maintenant ouverte. Chaque participant va confier à un caillou un projet, un objectif personnel important. Prends cette pierre et confie-lui ton but. Lorsque tu l'auras atteint, libère la pierre en la rendant à la terre ou à la mer. Chacun devra garder son caillou sur lui et chaque jour, il sera comme un petit Jiminy Cricket qui vous rappelle le chemin à suivre. Il y a quelque chose en fait, que j'aime beaucoup ici. Alors, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, bon, chacun son choix. Mais c'est que tout est fait de façon très, très légère, avec le sourire. Ça rigole, ça reste léger. Et ça, j'aime bien. Mais parce que tout ça est très naturel pour nous. On cherche juste une belle harmonie avec la nature. Et c'est cette relation qui nous apporte le bonheur et la joie. Écoute les oiseaux. Tu ne peux être qu'heureux quand tu entends ça. C'est le miracle de la vie, et nous sommes une partie de ce miracle. En Irlande, il y a une part de mystère qu'il faut se garder de vouloir trop éclaircir. Je laisse les druides tout à leur cérémonie. Il faudra un peu de temps à mon esprit pour revenir à la surface, dans un monde plus cartésien. Et je vais être aidé par un petit événement. Les Irlandais sont très attachés à leurs racines, leur passé, et donc aussi à leur vieux train.
J'ai entendu dire qu'on refaisait circuler une vieille machine mythique en gare de Tralee, et visiblement, c'est un moment à ne pas rater. Voilà, le voilà. Ça a l'air d'être des vieux wagons anglais des années 60. Mais apparemment, la pépite, elle est devant. Voilà, là, vous avez la dernière loco à vapeur qui a circulé en Irlande. Apparemment, son dernier jour de circulation, c'était au moment de Pâques, en 1970. Voilà. C'est pas si vieux que ça. Et évidemment, c'est un peu la loco fétiche du pays. Oh, mais poussez-vous! Vous voulez prendre la photo? Bah oui, on n'est pas là pour rien. Yes. Why do you like this? Et pourquoi vous l'aimez, cette loco? Parce qu'elle est belle et qu'elle est très efficace, très rapide. À sa belle époque, en service normal, elle tournait fréquemment à 120 km/h. C'est parti. Le son. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est extraordinaire. Là, on est en train, là. C'est une musique. Les passagers sont nombreux. Ils sont là juste pour faire un tour en vieux train. Ce sont des passionnés, voire des accros. Et alors, vous avez l'air toute tranquille, là, vous faites du tricot dans ce vieux train. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes venu là? Eh bien, avec mon mari, c'est ce que nous faisons à toutes nos vacances. Où qu'on aille, on cherche toujours quelque chose en rapport avec le train. Et tous les deux, vous êtes amoureux des trains comme ça? Oui. Sinon, on ne serait pas restés mariés depuis 33 ans. Pourquoi vous avez cette passion des trains? Qu'est-ce que vous aimez exactement? Tu ne croiseras que des visages heureux à bord d'un train comme ça. Tu vas vite t'en apercevoir. C'est le sourire satisfait de celui qui aime l'odeur de la machine à vapeur, tu vois? Oui, ça fait sourire. Oui, et ces petits résidus dans les cheveux. Tu sais pourquoi tu prends une douche tous les soirs? Ce que j'aime bien, c'est que vous tricotez avec devant vous la table des horaires, exactement, avec l'heure de passage à chaque gare. Et tu as aussi ce petit carnet, là, avec toutes les dénivellations. Ça, ce sont les altitudes de la voie ferrée? Oui, c'est ça. Et pour l'instant, nous sommes là, à Killary. Vous êtes vraiment des mordus. Et là, je serais toi, je sauterais du train pour aller voir la loco. Il faut une pause technique. Ah, ok, je vais voir. Au revoir. Bonjour, hello. Bonjour, ça va? How are you? Ouais, ça va et toi? Hello. Et dis donc, il fait chaud chez vous. Il fait toujours une chaleur d'enfer dans ces locaux. C'est surtout pour le gars qui est au charbon, ouais. Regarde un peu le foyer. Le fourneau d'enfer. Et alors, est-ce que ça doit être brûlant tout ça? Comment vous faites pour pas vous brûler quand vous conduisez? Enfin, on conduit pas comme ça, mais bref, quand vous manœuvrez. On a les gants, de bons vêtements et pas mal de chance. Vous avez l'air d'un maître là dans cette machine. Est-ce que vous vous sentez puissant dans un engin pareil? Tu dois vraiment être prudent. Tu surveilles tout. Le niveau d'eau, le feu, la pression, la vitesse. Faut rester sur le coup. Si tu relâches la concentration et que tu respectes pas la loco, elle peut te bouffer. La respecter, ouais. Pourquoi? Parce qu'avec une chaleur d'enfer et avec la vapeur, un truc de travers et tout devient hyper dangereux. Et pourquoi ça vous plaît plus de conduire un train où vous avez froid, chaud, sale, mouillé, qu'un train électrique tranquille? C'est comme un défi. Dans les trains modernes, tout ce que tu fais est automatisé pour t'aider.
Alors qu'ici, tu fais vraiment tout toi-même. C'est très satisfaisant. Par contre, là, faut que tu descendes vite, parce qu'on va décoller. Hein. Ok. I move. Tout le monde remonte, c'est le spectacle. C'est sérieux, hein? Ça bosse. Hello. Bonjour. Qu'est-ce que vous fabriquez exactement? On chronomètre le train. On note les étapes et sa vitesse. Et alors là, il roule à quelle vitesse, là? Là, 62 miles, environ 100 km/h. Est-ce que vous avez les mêmes résultats tous les deux? Oui, heureusement, puisqu'on voyage ensemble. Sur quoi vous voyez la vitesse? Sur le système GPS, tu sais, avec les satellites. Ah, ok. Et dans le temps, on était habitué à faire ça au chrono. Tiens, regarde. C'est dingue quand même de vous voir passionné à l'idée d'écrire à quelle vitesse le train roule, à quel endroit et à quelle heure. Ça paraît incroyable. On a du mal à comprendre. C'est un loisir comme un autre, non? Il y en a qui jardinent. Nous, on compare les trains entre eux. Lequel est le meilleur? Quel loco est la plus efficace? Ça fait pas mal de boulot. Et on aime ça. Alors là, aujourd'hui, le conducteur de la loco est bon? Très bon. Pourquoi? Il fait tout pour respecter les temps. Il suit bien sa feuille de route. Il fait tout ce qu'il peut. C'est pas mal du tout. Avec des passionnés et des pointus comme vous dans les voitures, il n'a pas intérêt à faire des boulettes. Non, on n'ira pas se plaindre. Il est bien entouré déjà. Et puis parfois, il vient nous voir pour comparer ses résultats. Et alors, mais pourquoi vous êtes passionné comme ça? Vous avez travaillé dans les chemins de fer? Vous avez un attachement particulier au train? J'ai grandi près d'une voie de chemin de fer quand j'étais gamin. Donc ça m'a suivi toute ma vie. Une longue histoire. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir un peu dérangé pendant que vous notez tout. Ah non, pas de problème. Retour à Dublin. Dublin, c'est une capitale sympa. Elle est moderne, elle compte parmi les grandes places financières mondiales, mais elle n'est pas énorme. Le Grand Dublin, toute banlieue confondue, n'atteint pas 2 millions d'habitants. C'est donc plutôt cool, jeune, avec un patrimoine exceptionnel. Comme par exemple le prestigieux Trinity College. C'est la plus vieille université d'Irlande, fondée en 1592, et elle fait régulièrement partie des 100 meilleures universités du monde pour certains de ses enseignements. Et ici, c'est comme une sorte d'enclave de sérénité, de sagesse au milieu de la ville. Et au cœur de l'enclave, il y a le campanile, la cloche de l'université, avec tout un tas de superstitions. On dit que si vous êtes étudiant et que vous passez sous le campanile, exactement au moment où la cloche sonne, eh bien vous allez rater vos examens. Donc, il paraît que si vous vous mettez là pendant les périodes d'examen et que vous essayez de voir un étudiant passer sous le campanile, vous allez attendre longtemps. Et à l'intérieur de l'université se cache un trésor. Un lieu qui serait comme dans les rêves. Interdiction d'y aller seul. J'ai dû prendre rendez-vous avec un certain Joseph, le maître des lieux. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes Joseph? Oui, c'est moi. Ravi de vous recevoir et bienvenue dans la bibliothèque. C'est incroyable. C'est très très beau. Elle date de quand cette bibliothèque exactement? La bibliothèque a été achevée en 1732 et il a fallu 20 ans pour la construire. Et au 19e siècle, le balcon a été ajouté comme niveau supérieur. Et alors, je suis content de voir un truc.
Je m'étais toujours demandé, quand on voit dans les films ces bibliothèques imposantes qui montent sur des étages comme ça, je me demandais toujours comment est-ce qu'on faisait pour accéder aux livres qui étaient tout en haut. Parce que dans les films, on ne voit jamais. Mais j'ai la réponse là maintenant. Il y a des échelles. Ce sont les échelles d'origine. Oui, mais celles-ci sont beaucoup plus sûres que celles du dessus. En haut, elles sont particulièrement effrayantes. Elles sont même attachées au mur avec une corde pour les empêcher de basculer. Mais ça ne t'empêche pas, toi, de tomber si l'échelle glisse. Et quel type de livres sont stockés ici dans cette immense bibliothèque? Les livres de la bibliothèque couvrent absolument tous les domaines imaginables. Ici, dans cette grande pièce, nous avons 200 000 livres. Mais sur l'ensemble du campus, nous en avons plus de 6 millions. Est-ce que cette bibliothèque sert encore à ranger des livres, vraiment? Ou maintenant, c'est une pièce de musée et on ne touche plus vraiment les livres. Si on veut stocker quelque chose, c'est ailleurs. Les ouvrages ici sont encore tous disponibles pour les étudiants s'ils le souhaitent. Alors, évidemment, les étudiants en médecine ou en sciences ne viennent pas souvent consulter les livres ici. Mais pour les matières que j'enseigne, comme l'histoire et la philosophie, ils nous sont encore très utiles. Et si parmi ces milliers de livres, il y en avait un que vous voudriez me montrer, ce serait lequel? Le livre le plus célèbre ici, c'est le livre de Kells. Il a été réalisé sur l'île de Yoda, dans un monastère écossais, autour de l'an 750. Mais pour moi, il y a un livre plus particulier que je tiens à te montrer. Si tu me suis jusqu'à la salle de lecture, nous pourrons jeter un œil sur mon livre. Par ici, s'il te plaît. Voilà le livre que je souhaitais te montrer. Les travaux d'anatomie d'Andreas Vassilius. J'ai découvert ce livre pour la première fois il y a 25 ans. Et quand on me l'a montré, c'était l'une des choses les plus excitantes que j'ai jamais vues à l'université. Il a été imprimé en 1543 et depuis ce livre, la compréhension de l'anatomie a complètement changé. C'est quand même étrange dans un livre d'anatomie de donner au squelette une espèce d'attitude c'est bizarre, sur une bêche, une attitude de paysan. C'est curieux comme présentation quand même. C'est pas très scientifique. Il a représenté le corps de manière artistique. Ce n'est pas limité à l'anatomie. Tel os avec tel os, attaché à celui-là. C'est beaucoup plus que ça. Donc l'homme qui se repose sur sa bêche est un portrait de paysan, oui. Et ici, nous avons un homme se contemplant lui-même. En regardant vers le bas comme ça, je suppose qu'il s'interroge. Est-ce que je suis mortel? Alors on pourrait penser aussi qu'il est en train de se dire, bon alors comment je vais pouvoir bricoler ça pour leur mettre d'aplomb? Si vraiment il réfléchit à la meilleure façon de bricoler tout ça, alors il doit déjà savoir qu'une vie entière n'y suffira pas. C'est la première fois à cette époque qu'on réussissait à décrire complètement l'anatomie d'un corps humain vu de l'intérieur. Oui. Et il ne travaillait pas seulement sur des cadavres, mais aussi sur des êtres vivants. Il les prenait vivants, c'est-à-dire qu'il les découpait vivants pour voir comment c'était à l'intérieur? Eh bien, pour ce genre de choses, il se servait effectivement des corps de criminels vivants, mais condamnés. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Mais il faut bien comprendre que les anatomistes de l'époque travaillaient aussi à partir d'animaux vivants. Souvent, ça se faisait. Ce n'était pas un boulot que tu pratiquais si tu étais un peu sensible ou fragile. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de me faire admirer un livre qui a été fait par quelqu'un qui a torturé des gens, qui les a ouverts vivants, qui a... C'est atroce. Je ne sais pas si j'apprécie le livre, du coup. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu es soigné aujourd'hui grâce à ceux qui ont souffert à une autre époque. Je pensais venir visiter une bibliothèque et finalement je fais un voyage dans les contrées bien plus sombres que je pensais. Oui, mais n'oublie jamais que ce sont des ténèbres que jaillit la lumière. Ce moment
Inattendu, c'est tout ce que j'aime en Irlande. Vous y allez pour les monuments, mais vous en revenez ravi parce qu'il s'est passé quelque chose. L'Irlande a toujours plus d'un tour dans son sac. Retour à la gare, les trains vont m'emmener vers l'autre Irlande, l'Irlande du Nord. Petit récapitulatif, au sud, il y a la République d'Irlande, État souverain. Au nord, il y a l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Ladies and gentlemen, we're now approaching Belfast Central. This is our final stop. Me voilà donc à Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord. Hello. Bonjour. Vous êtes libre? Yes. Oui, oui. Are you free? Je sais pas comment. C'est dommage, c'est pas un taxi noir à l'anglaise. Enfin, à l'anglaise, pardon, je suis en Irlande. It's not a black taxi. I like the black taxi, old black taxi. Ce n'est pas la qualité du taxi qui compte, c'est la qualité du chauffeur de taxi. Ok. Je vous emmène où, monsieur? J'irai bien au centre-ville pour aller jeter un œil. Vous avez beaucoup d'argent? Non, je suis très pauvre. Allez hop, dehors. J'aime beaucoup le chauffeur de taxi. On est bien parti. Là, on traverse le centre-ville de Belfast. Et bientôt, vous allez voir l'hôtel de ville. Et dans le jardin, devant, il y a le monument du Titanic, à la mémoire de toutes les victimes. Et c'est vrai que le Titanic, il a été construit ici. Oui, le chantier était à Belfast. Et la ville est célèbre pour ça aussi. Et vous savez que pour moi, ça me fait quelque chose d'être à Belfast parce que, comme beaucoup de monde, j'ai entendu parler des troubles très importants qu'il y a eu dans cette ville, notamment entre catholiques et protestants. Et vu de France, c'est toujours un peu mystérieux. On a du mal à comprendre pourquoi il y a cette rivalité profonde qui a causé tant de souffrance ici. Oui. Si tu as 800 ans devant toi, je peux tenter de te l'expliquer. Moi, je pense qu'on reste une société très divisée entre catholiques et protestants. Pour faire court, leurs idéologies sont vraiment opposées. D'un côté, tu as les catholiques qui souhaitent une Irlande unique, totalement réunie, et de l'autre, tu as les protestants qui veulent rester attachés au Royaume-Uni. Ils se considèrent comme britanniques et veulent le rester. Et pourquoi il y a cette opposition si virulente, si forte? Il y a eu beaucoup de discrimination à l'égard des minorités catholiques, notamment en ce qui concerne l'accès au travail, les aides au logement ou l'accès au vote. La situation s'est aggravée et ça a fini par un conflit qui a duré jusqu'au processus de paix en 1998 avec la signature d'un traité qu'on a appelé l'accord du Vendredi Saint. Mais en parlant de division, je pense qu'ici, je peux te montrer un très bon exemple. Tu verras à quel point la situation reste finalement très tendue. On se gare là, et je te parle de cet endroit. Tu vois ce grand portail, couvert de barbelés? Ça fait partie de ce qu'on appelle le mur de la paix de Belfast. Juste derrière, il n'y a que des protestants. Ici, il n'y a que des catholiques. Ça te montre à quel point nous sommes proches et également tellement éloignés. Attendez, vous voulez dire que là, cette barrière hérissée de barbelés, elle sépare encore aujourd'hui les catholiques et les protestants? Oui. Moi, ce qui me paraît fou, c'est que le Good Friday, ce moment de paix, ça date de 1998, donc c'est quand même vieux. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, toutes ces années après, on ouvrait cette barrière? Il n'y a pas une foule de protestants qui viendraient attaquer ces catholiques? Il faut imaginer l'état d'esprit.
Les gens qui vivent ici sont les mêmes qu'en 1969, quand les troubles ont éclaté et qu'on a brûlé leurs maisons. Pour eux, c'est comme si c'était hier, et ça des deux côtés. Physiquement, on pourrait bien sûr ouvrir cette frontière, mais personne ne veut prendre le risque de se replonger en 69. Alors, avant de réouvrir ces portes, il faut que les mentalités aient complètement changé. Et ce sont uniquement les habitants d'ici qui devront décider quand leur mur va chuter. Est-ce que ça veut dire que les gens qui habitent là, dans ces maisons, détestent encore profondément ceux qui sont juste derrière, à quelques mètres derrière cette barrière? Non, ils ne se détestent pas. C'est plus de la méfiance, mais pas de la haine. Le passé est tellement long à se faire oublier. Ils sont très prudents et ne veulent pas brusquer les choses. Il y a beaucoup de rues, de quartiers qui sont encore barrés comme ça à Belfast? Absolument. Je peux t'en montrer plein. Il y a des portes partout. Je peux t'en montrer des plus hautes, des plus grandes, tu vas voir. Ok. On y va? Si t'as plein d'argent, oui. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. 20 ans après les accords de paix, il se dresse donc encore des murs dans Belfast, des murs au cœur d'une ville européenne. Des murs et des fresques qui racontent ces années noires et entretiennent le souvenir des héros ou martyrs des deux camps, comme Bobby Sands, nationaliste irlandais, mort après 66 jours de grève de la faim. Bon, Philippe, on va passer plusieurs portes là, et on quitte le côté catholique. Ces portes, tu vois, elles sont télécommandées directement par la police, qui surveille tout avec ses caméras. On est constamment sous surveillance. Mais quoi qu'il arrive, elles sont fermées à 22 h tous les soirs. Ah bon? Mais quand on les ferme, ce n'est pas un couvre-feu. Tu peux toujours rejoindre la zone. Mais par exemple, pour me rendre à Belfast Nord, je dois faire un détour de 10 km. Vous voulez dire que tous les soirs à 10 h, ce boulevard-là, qui est très fréquenté, s'interrompt et plus rien ne se passe et tout le monde se dit « Ouf, je suis à l'abri de mon voisin catholique ou protestant ». Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Les gens se sentent plus en sécurité avec les portes fermées. C'est incroyable quand même. J'imaginais pas du tout ça en fait à Belfast. Je ne pensais pas que c'était aussi vivant. Et pourtant, ça l'est. Tu l'as bien vu de tes propres yeux. Tiens, Philippe, si tu regardes là sur la droite, tu vois les deux snipers sur le mur? Oui. Suis des yeux leurs armes. Ah oui, c'est incroyable. On a l'impression que les canons me suivent. Ah, c'est étonnant. Tu as vu l'effet? Comment c'est possible, ça? C'est une illusion, en 3D. Mais surtout, c'est encore pour te rappeler que dans cette zone, tu es toujours sous surveillance. Il règne dans cette ville une ambiance étrange. On ne peut pas dire que l'on sente une tension, mais il y a comme quelque chose de suspendu, d'arrêté, comme si l'histoire ne voulait pas lâcher prise. Tous les soirs, les portes se ferment, les portes séparent. Ah, c'est quand même incroyable. It's crazy, incredible. Tu l'as vu à travers la porte? Hello, I'm Philippe. Paul. Comment ça va? Ça va. Je viens juste de fermer. C'est vous qui fermez la porte tous les soirs, là? Ouais. Depuis combien de temps? Voilà. Depuis un paquet d'années. Je me souviens plus. Vraiment? Ouais. Je le fais depuis toujours. Je peux parler un peu avec vous, là? On peut se voir à la porte, là, qui est encore ouverte? Et alors, là, on est de... Là, c'est quel côté, là? Là-bas, t'as le côté catholique. Enfin, appelle-le comme tu veux. Et là-bas, c'est les protestants. Enfin, unionistes, loyalistes, je sais pas quoi. Et qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de séparer comme ça les protestants et les catholiques tous les soirs? C'est comme ça. Faut le faire. Pourquoi? Personne m'a jamais donné de bonnes raisons. À ces portes, ici, il n'y a jamais de problème. Et alors, d'après vous, pourquoi on continue à fermer ces portes? Parce que les politiciens sont incapables de s'entendre. Et c'est tout. C'est pas les gens. Parce qu'au bout du compte, on paye tous les mêmes factures, on a les mêmes besoins médicaux. Mais les politiques, eux,
Pour d'obscures raisons, ils font tout pour que le conflit dure. Des deux côtés, pour préserver leurs intérêts, ils ne veulent pas s'entendre sur quoi que ce soit. Et vous êtes catholique ou protestant? Are you Catholic or protestant? Les deux, moi. Les deux? Ouais, mère catholique, père protestant. Je me considère moitié-moitié. C'est pour ça que quand vous me parlez, vous vous tenez juste au milieu. Je me tiens à l'abri des ennuis. Vous critiquez les politiciens, mais vous êtes très politique, là. Il est bon, ton client, là. Ouais, ça commence à venir. Il prend vite le pli. Ouais, il aura bientôt l'humour noir de Belfast. Il va pouvoir nous faire rire bientôt. Allez, bonsoir. À une prochaine. Bon. C'est étrange, quand même. Mais alors, ce qui m'épate ici, c'est que c'est quand même très dur comme situation. Enfin, les murs comme ça qui séparent les hommes, c'est brutal. Et en même temps, il y a une espèce d'humour, de légèreté. On rigole quand même. L'humour a été très important pendant les conflits. Parce que ça aide les gens. Tu vois, tu en as besoin de cet humour. Si tu le perds, tu n'as plus rien. Ça aide les gens à supporter le stress de la guerre. C'est pour ça qu'on a un sens de l'humour vraiment très très noir. On peut rire des pires choses. Ça nous aide. C'était chouette de te rencontrer, Philippe. Et pour moi, c'est l'heure d'aller dîner, là. Yeah. Okay. L'Irlande est toujours aussi fascinante. Ici, le temps ne se déroule pas tout à fait comme ailleurs. L'histoire, les esprits des ancêtres, les paysages éternels, c'est comme si le passé continuait à se mêler du présent. En Irlande, il y a à la fois quelque chose de vivant, de remuant et d'éternel. Ajoutez à cela la formidable joie de vivre des Irlandais, et vous obtenez un des pays les plus envoûtants, les plus magnétiques